Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs, je vais faire mon bilan aujourd'hui des lectures de ces 10 derniers jours. Alors, j'ai pas énormément de livres, j'ai lu 5 livres, bon, c'est déjà pas mal, un petit peu de tout, des choses qui m'ont vraiment plu, d'autres sans plus. Donc je vais vous raconter ça tout de suite, maintenant. Là, on commence par le premier livre, Les monstres de Maud Mayeras. C'est la première fois que je lis un livre de Maud Mayeras. J'avais l'intention de lire Réflexe parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, enfin des bonnes critiques. Et j'ai pas eu l'occasion de le lire et il n'est même pas dans mes livres. En fait, je le cherche encore. Je pense que je l'aurai un jour. Je le trouverai bien en occasion. En tout cas, j'espère. En tout cas, c'est prévu. Je lirai. Surtout après avoir lu celui-là parce que je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien. Et ce qu'elle écrit, c'est très fort. Et ce livre-là, il est très fort. Alors l'histoire, en fait, c'est une jeune mère et ses 2 enfants qui sont enterrés dans une cave insalubre. Et alors on se demande qu'est-ce qu'ils font là, en fait, qu'ils ont pu vivre. Et on se pose des questions là-dessus. Et puis même si on imagine bien évidemment tout ce qui est horrible derrière tout ça, tout ce qui peut l'être, qui sont-ils? Et enfin, pourquoi ce type qui les séquestre, qu'on pourrait appeler l'ogre, c'est un ogre en fait, qui les aime apparemment, vous allez voir, on va développer certains sentiments de cet homme-là, et on va se demander ce qu'il veut, quoi. Donc c'est toute une histoire par rapport à la séquestration, et alors cette histoire-là, en fait, il va commencer là où on peut penser que le cauchemar s'arrête pour eux, puisqu'on va les découvrir. Ils vont être découverts. Rosemary, c'est le nom de cette maman, et ses enfants vont être découverts dans cette cave. Sauf que c'est pas là que le cauchemar s'arrête, parce que, en tout cas pour nous, on va découvrir un peu comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils ont vécu, et ce qu'ils sont devenus, et ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment terrible. C'est un roman terrible. On va alterner dans ce roman-là les pensées des différents protagonistes, aussi bien de cet ogre, de cette maman, de ses enfants, en particulier la plus âgée, qui va prendre souvent la parole. On va voir ses pensées, on va voir comment elle réagit, etc. Les sauveurs, ceux qui vont les trouver. L'enquêtrice, qui va mener son enquête un petit peu autour de cette histoire-là. Et donc, on va complètement plonger dans la psychologie de ces personnages. Tous les détails, tout ce récit-là, toutes ces horreurs vécues, et puis des petits moments de bonheur aussi, vous verrez, chacun a vécu des petits moments de bonheur qui vont être racontés, et tout ça, vraiment, ça va vous remuer les tripes. En tout cas, moi, ça a remué les miennes. Voilà, l'innommable est présenté, c'est absolument terrible. Alors, je ne dirais pas que c'est difficile de lire ce livre-là. Ce qui est difficile, finalement, c'est le sujet en lui-même. Le sujet qui est difficile, surtout qu'il est quand même d'actualité, vous allez voir, quand profondément on va comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Voilà, on est un peu en apnée quand on lit ce livre. Il est vraiment bien écrit. Moi, j'ai vraiment été happée par cette histoire. Ça fait beaucoup réfléchir. Et puis alors, il y a une figure de style dans ce roman-là, que moi j'ai beaucoup aimé, qui a dérangé certains autres lecteurs, pas moi en tout cas, c'est que certains chapitres sont coupés de contes. On a 1, 2, 3 chapitres, et puis hop, là, on a un conte. Alors c'est un conte, c'est pas un conte tout est bien qui finit bien, c'est plutôt un conte tout est bien qui finit mal. C'est un conte qui est assez sombre, à l'image de cette histoire, de toute façon. Et on se demande pourquoi ces contes-là. Alors on va vite comprendre un peu pourquoi on a ces contes qui tombent un peu comme ça. Et en fait, ça va participer à une espèce d'immersion dans laquelle on va se mettre. Et moi, j'ai vraiment une impression en lisant ces contes de me retrouver finalement au fond de ce terrier, avec ses enfants et cette maman. Donc vraiment, ça participe à l'ambiance du livre. C'est vraiment là. Alors en même temps, ça coupe un peu l'histoire. Mais je pense qu'à un moment donné, vu ce qu'on lit, faut pouvoir couper l'histoire. Je pense que c'est bien, ça permet de digérer un petit peu ce qu'on vient de lire et puis de continuer ensuite l'histoire. Donc, je le trouve vraiment bien rythmé. Voilà, je trouve que l'écriture, elle est phénoménale, c'est bien amené, c'est bien construit. C'est un livre à lire. Voilà, si vous voulez lire un livre sur la séquestration, un sujet difficile, mais un livre qui se lit vraiment, qui se lit bien, qui vous remuera, ça c'est sûr. De toute façon, quand on lit un livre sur la séquestration, et notamment quand il y a des enfants qui sont en cause, ou des jeunes femmes,
on peut pas lire ça sans en retirer, sans en tirer des choses terribles, hein, ça c'est évident. C'est pas un roman à l'eau de rose, hein, c'est clair. Donc voilà, donc si vous n'avez pas peur des émotions que ça peut provoquer, allez-y. Franchement, c'est une pépite ce livre. Voilà. Donc c'est Les monstres, pardon, de Maud Mayeras. Alors le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est un roman que j'ai bien aimé aussi. Un thriller. Alors un thriller un petit peu pseudo-scientifique en fait. On va aller un petit peu dans la science-fiction, un petit peu, voilà, légèrement, parce que les technologies médicales dont on parle dans ce livre n'existent pas encore au jour d'aujourd'hui. Alors l'histoire, en fait, c'est deux flics au départ qui sont sur une affaire pour retrouver une sorte de tueur. Et en fait, l'interpellation va mal se passer et l'un des flics va décéder. Alors ce flic qui décède est un papa adoptif d'un jeune homme de 16-17 ans qui est aveugle de naissance. Et ce flic a toujours dit que si par malheur un jour il devait décéder, il voulait absolument qu'on donne ses yeux à son fils. Et c'est ce qui va se passer. Donc un médecin va opérer son fils et lui donner les yeux de son père. Alors à partir de là, il y a toute une histoire qui va arriver, hein, évidemment, sur déjà ce progrès médical. Hein. Enfin, ça fait déjà plusieurs fois que ça se fait en fait. Ça se passe en Nouvelle-Zélande et le chirurgien qui va l'opérer, la chirurgienne qui va l'opérer, c'est pas sa première opération, on en a déjà fait d'autres comme ça. Ça a toujours plus ou moins bien marché. Mais ce qui va être assez... où on va tomber un petit peu dans la science fiction, hein, c'est le côté mémoire cellulaire, en fait, puisque ce roman va développer l'idée que les organes ont une mémoire cellulaire. Alors, quand on greffe des yeux, comme ça, on imagine tout de suite qu'effectivement, ce jeune homme va avoir des visions. Mais ces visions vont un peu le perturber, parce que elles sont à la fois des visions qui semblent être des visions de son père, mais en même temps des visions où il voit son père, donc qui ne lui appartiennent pas, quoi. Donc c'est un peu étrange. Alors je ne vous dis pas pourquoi, vous comprendrez assez vite en fait, parce que dès le début on comprend ce qui se passe, on sait ce qui va se passer dans le cadre de cette greffe. Donc voilà, on va partir sur une affaire un peu... une histoire un peu de science-fiction, quoi, hein, fantastique. Mais on reste quand même sur le thriller, dans le sens où il va y avoir une vengeance. Dans le fond de l'histoire, il va y avoir une vengeance. Et un homme va vouloir venger un de ses amis qui a été tué par les flics. Et donc, on va rentrer dans un truc, une course-poursuite un petit peu, des choses un peu... voilà, une espèce d'intrigue qui est là, sur une vieille histoire qui ressort. Enfin voilà, on est dans le thriller, hein, vraiment. Moi j'ai bien aimé, c'est bien construit. On nous amène petit à petit sur ces choses-là, et notamment sur le don d'organes en fait. Hein, puisqu'en fait en deuxième lecture, on voit très bien qu'on parle du manque de donneurs d'organes. Et ce manque de donneurs d'organes va peut-être conduire à des dérives, on ne sait jamais, dans notre société actuelle. En tout cas, dans le livre, c'est probablement ce qui s'est passé. Et donc, il y a une petite réflexion quand même par rapport à ça, quand même, sous le couvert de l'histoire, on sent cette réflexion-là, hein, de l'auteur en tout cas. C'est une très bonne histoire. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Ça m'a paru assez crédible, hein, à partir du moment où on se dit que, allez, imaginons que ces progrès médicaux sont possibles, pourquoi pas que cette mémoire cellulaire existe aussi. Pourquoi pas, parce qu'elle est quand même poussée à l'extrême là, hein, vraiment, si vraiment on arrivait à cet extrême-là, je pense qu'au niveau des greffes, on serait un petit peu plus... Ça deviendrait délicat, ce sujet. Mais moi, j'ai bien aimé. Je me suis laissée embarquer. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'est un bon thriller. Voilà, si vous aimez un petit peu des thrillers un petit peu pseudo-médicaux, comme ça, pseudo-scientifiques, allez-y. Donc, c'est Intuition de Paul Cleave. Alors le troisième roman que je vais vous présenter, je l'ai lu à l'occasion des Nuits de la lecture en fait, puisque les Nuits de la lecture, le thème cette année, c'était relire le monde. Alors, dans mes livres, j'ai regardé et j'ai vu que j'avais un livre sur le Japon que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Je l'ai eu en fait à Noël, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Voilà, c'est Les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Et donc, on va partir avec ce roman au Japon, dans une petite pâtisserie, tenue donc par un homme qui est gérant de cette pâtisserie.
Et il est seul dans cette pâtisserie. Il fait des dorayaki. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de goûter à ces dorayaki, mais c'est des petites pâtisseries qui sont faites à base de pâte de haricots. Donc, assez typique du Japon, en fait. Et cette pâte de haricots, elle est assez industrielle chez lui. En fait, on se rend vite compte que le gérant, il n'a pas trop envie de s'embêter. Il travaille dans cette boulangerie, enfin, de cette pâtisserie pour rembourser une vieille dette du propriétaire donc, de cette pâtisserie. Et donc, il se lève assez tard. Il n'a pas besoin de se lever trop tôt puisqu'il ouvre qu'à 11 heures et que comme c'est de l'industriel, ça va vite à faire. Et puis un jour, il y a une petite dame, très âgée, très très âgée, qui se présente à lui et qui veut travailler avec lui pour vendre ses dorayaki. Alors, il est vrai qu'il aurait bien besoin de quelqu'un pour travailler avec lui, mais une vieille dame, elle va être vite fatiguée, ça va être compliqué. Et puis elle revient plusieurs fois, elle insiste, et finalement il va l'embaucher. Et il se trouve que cette dame-là, elle sait faire la pâte d'haricots sans passer par l'industriel, elle l'a fait elle-même, mais évidemment, il faut se lever un petit peu plus tôt. Donc elle lui donne rendez-vous très tôt le matin pour fabriquer cette pâte. Puis cette pâte se révèle être excellente et les clients vont revenir petit à petit tous à la pâtisserie pour goûter ces fabuleux dorayaki. Dorayaki, pardon. Alors, bon, c'est une histoire toute simple, toute mignonne, avec des beaux paysages du Japon, les cerisiers en fleurs, etc. Moi, j'aime beaucoup. Et petit à petit, on va se rendre compte que cette vieille dame, elle a quelque chose à cacher. Oui, elle cache quelque chose, on ne sait pas trop quoi, et on va le découvrir au fur et à mesure. Et là, en fait, au final, on va découvrir un aspect du Japon que je ne connaissais pas et qui me le rend beaucoup moins sympathique comme pays. Voilà, bon, ils ont tous différents défauts, hein, tous ces pays asiatiques, mais les nôtres aussi d'ailleurs. Mais voilà, là c'est une histoire du Japon. On plonge vraiment dans une partie de l'histoire du Japon que je ne connaissais pas et qui est réelle, hein, puisque bon, évidemment, ça m'a incité un petit peu à aller chercher sur Google si effectivement c'était vrai, si ça existait vraiment. Et les lieux dont on va nous parler dans cette intrigue-là existent. L'histoire de cette femme-là est une histoire qui a existé aussi au Japon sur d'autres personnes. Et donc, ouais, du coup, ça rend une crédibilité à ce livre assez dingue. C'est vraiment, il part d'un fait réel avec une fiction, mais du coup, on découvre une partie du Japon que moi, personnellement, je ne connaissais pas, qui n'est pas très glorieuse. Hein. Faut savoir que c'est pas très glorieux. Mais voilà, c'est bien écrit. Ça nous permet de connaître ça. Et puis, il y a une histoire de transmission aussi, hein, dans cette histoire-là, cette vieille femme qui veut transmettre son savoir à cet homme-là qui en veut pas vraiment au départ. Voilà, il y a une histoire d'amitié qui va un petit peu se nouer, hein, avec tout en pudeur. Hein. Les émotions seront vraiment tout en pudeur. On est vraiment plongé dans l'ambiance japonaise, je trouve quand même. Hein, tant par les émotions que par ce qui se passe, par ces parfums qu'on va respirer, ces gâteaux qu'on découvre, ces fleurs. Enfin voilà, c'est vraiment l'univers japonais. On est plongé dedans, je trouve. C'est une très belle histoire. C'est plein de tendresse. C'est fort quand même par rapport à ce qu'elle a vécu, surtout quand on sait que ben, ces histoires-là sont vraies. Voilà, ça donne aussi un livre, c'est un peu un livre aussi sur le sens de la vie, hein, finalement, parce que par rapport à ce qu'elle a vécu, oui, ça se pose. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est là? Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de tout ce qui nous entoure? Hein. Être à l'écoute de tout ce qui nous entoure pour trouver un sens. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce récit-là. Voilà, c'est triste, c'est poétique, c'est tendre, c'est sucré. Voilà, une belle petite histoire. C'est assez court à lire, hein, ça fait à peine 200 pages, 220 pages. Donc voilà, c'est très très court. Mais c'est court, mais c'est un effet fulgurant quand même. C'est extra. Allez-y, vous pouvez le lire. Ça s'appelle Les Délices de Tokyo de Durian Sekegawa. Alors il paraît qu'il existe un film qui a été adapté de ce roman. J'ai pas encore l'occasion de le lire, mais tout autant que le succès du livre, le film aussi a eu un très bon succès. Donc apparemment une très bonne adaptation. Je pense que j'irai le lire, j'irai le voir très prochainement. En tout cas, j'essaierai de le voir prochainement. Voilà, mon troisième roman,
un petit voyage au Japon. Alors pour le quatrième roman, je vais vous parler du tout dernier roman de Marc Lévy, qui est C'est arrivé la nuit. Alors c'est un roman qui normalement va comporter plusieurs tomes. Ça c'est la petite histoire qu'il dit, c'est pas dans le livre, mais donc c'est à suivre. C'est un roman qui est à suivre. Et donc c'est arrivé la nuit, puis là vous voyez on voit le chiffre 9. Je ne sais pas si c'est 9 tomes, je ne suis pas sûre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que 9 parce que, en fait, c'est l'histoire de 9 hackers qui sont des hackers un tout petit peu particuliers. C'est des sortes de Robin des Bois, en fait. Vous savez, vous avez les mauvais hackers, ceux qui viennent, ceux qui veulent absolument pirater votre compte pour vous prendre votre numéro de carte bleue. Et puis vous avez les bons hackers, ceux qui travaillent pour éventuellement des services de renseignement ou des grosses sociétés de sécurité pour justement pour sécuriser au mieux ou trouver les mauvais hackers. Puis vous savez, ces hackers-là qui sont les grey hackers, les gris quoi, qui sont entre les deux, c'est-à-dire que c'est des hors-la-loi, mais des hors-la-loi au service de la justice, et qui vont aller pirater, par exemple, les grosses sociétés qui seraient susceptibles de voler finalement les populations, les gens, et donc ils vont aller les hacker pour rendre justice et peut-être rendre peut-être de l'argent aux gens qu'ils ont volés. Enfin, voilà, on peut s'imaginer un Robin des Bois, quoi, voilà. Alors ils sont 9 et ils ne se connaissent pas, ils sont répartis dans le monde entier, il y en a un à Kiev, il y en a une à Tel Aviv, il y a Madrid, il y a Paris, il y a Londres, etc. Et ils travaillent ensemble, mais uniquement en se connectant par des circuits évidemment très sécurisés pour ensemble résoudre ces différentes missions. Alors l'idée à la base, elle me plaisait bien. C'est une espèce de Robin des Bois du virtuel, du numérique. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme idée. Et donc on part tout de suite dans l'histoire avec deux hackers qui sont pas censés se rencontrer, parce qu'à un moment ils sont pas censés se rencontrer. Justement, ça c'est la première règle de leur groupe, le groupe des 9, c'est de ne jamais se rencontrer. Voilà, pour ne pas se connaître réellement de ce qu'on fait dans la vie, etc. Voilà, ils doivent pas pouvoir se reconnaître de façon à ce que s'il y en a un qui se fait attraper, ils puissent pas donner les autres. Voilà. Donc ça, c'est la première règle à respecter. Et on va vite voir que certains vont déjà rompre un peu cette première règle. Et notamment dès le départ, dans une histoire qui se passe en Norvège, à Oslo, où là, on va découvrir deux hackers, une fille et un garçon, qui vont tenter de piéger un homme avec un gros pouvoir d'influence et qui vendrait ses services pas très honnêtes à des hommes politiques. Donc une espèce de manigance politico-économique, on ne sait pas trop, mais toujours est-il qu'ils auraient découvert un attentat qui pourrait se réaliser sur le sol de Norvège, à Oslo. Et donc ils enquêtent là-dessus, ils piratent un petit peu les conversations de ces hommes-là pour essayer de comprendre où est-ce que ça va se passer. Donc on est là-dessus. Puis après, pouf, on part ailleurs, on va à Madrid et Londres, où là c'est un frère et une sœur qui font tous les deux partie du groupe 9, mais n'habitent pas ensemble, puisqu'elle habite à Madrid et lui il habite à Londres. Et en fait, eux vont être sur une autre affaire, une affaire de laboratoires médicaux, pharmaceutiques, qui gonflerait les prix de certains produits pharmaceutiques pour les vendre très très cher, au détriment des gens qui, malades, n'ont pas l'argent pour se payer ces produits-là et donc meurent de leur maladie parce qu'ils n'ont pas les moyens à cause de cette cupidité de ces laboratoires pharmaceutiques. Donc ils veulent faire payer un petit peu les laboratoires pharmaceutiques de cette injustice et ils enquêtent là-dessus. Et puis voilà, puis vous avez donc les autres qui vont intervenir aussi un petit peu. Et alors moi, autant au début l'histoire m'a plu, enfin le thème me plaisait, autant l'histoire, le fait de passer d'une capitale à une autre, d'un hacker à un autre, d'une histoire à un autre, d'essayer de découvrir telle manigance et telle manigance, où est-ce qu'ils veulent aller vraiment, qu'est-ce qui se fait derrière, ça m'a fatigué, quoi, ça m'a ennuyé, et au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était long. Alors que paradoxalement, il y a de la course-poursuite là-dedans un petit peu. Quand ils commencent à déjouer un truc, qu'ils se font un petit peu avoir, se faire repérer, etc. Ça course un petit peu. Ah, mais moi j'ai trouvé que c'était lent. Le rythme était lent. L'histoire m'a pas accroché plus que ça. Alors il y a beaucoup de détails sur la technologie des hackers.
Là, je dois dire que l'auteur s'est vraiment bien renseigné. Alors, je ne connais pas trop ce domaine-là, mais on sent quand même qu'il y a de la recherche. Et ça rend crédible, évidemment, je suppose, le côté de piratage de ces spécialistes. Il faudrait le faire lire peut-être à des vrais hackers pour avoir leur avis sur ce qui se dit. J'aimerais bien, tiens, j'aimerais bien qu'un jour un hacker vienne me dire j'ai lu ton bouquin et ouais, ça c'est tout à fait crédible ou ça, pas du tout. Ça serait intéressant. Mais je pense que Marc Lévy a quand même fait une sacrée bonne recherche là-dessus. Par contre, l'histoire, alors effectivement, hein, il y a d'autres tomes, alors j'imagine que les pièces du puzzle se mettront en place au fur et à mesure, mais là, j'ai effectivement une pièce de... Alors, si, sur la fin, on voit un petit peu le lien, parce qu'en fait, on va se rendre compte que tous ont un lien. Toutes les affaires sur lesquelles ils travaillent sont en lien, et en fait, il y a une espèce de gros complot politico-économique, financier qui est en place, mondial, et qui vont essayer de déjouer. Donc ça s'arrête un petit peu là sur la fin. Et donc on ne sait pas trop voilà, comment ça va être. Alors après, moi, cette espèce de gros complot mondial, politico-financier, je l'ai trouvé un peu lourd. Et même si on nous y amène petit à petit, j'accroche pas plus que ça, quoi. Donc je sais pas ce qui me manquait ou ce qu'il y avait en trop, ou je sais pas. Enfin, j'ai pas trop envie de lire le deuxième tome. Alors, je le lirai peut-être. Celui-ci, je l'ai emprunté à ma bibliothèque, donc il y aura sûrement le tome 2 à la bibliothèque. J'aurai peut-être l'occasion de l'emprunter, très certainement. J'allais dire si j'ai rien d'autre à lire, oui et non, parce que j'en ai tellement à lire que ça risquerait dans 10 ans, donc je pense que je lirai peut-être avant. Je sais pas, mais toujours est-il que ça ne sera pas une priorité parce que je n'ai pas trouvé. Enfin, la construction de cette histoire, je l'ai trouvée lourde, ennuyante, et donc, et c'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup d'idées, et il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dans les idées, mais bon, voilà, c'était un peu... Il y a beaucoup de dialogues aussi. Alors, bon, les dialogues, j'aime bien, parce que des fois, ça fait passer vite les histoires. En l'occurrence, ça, c'était pratique, parce que finalement, ça a permis d'avancer dans le bouquin, parce que sinon... si c'était que de la description, je pense que là, j'aurais abandonné, alors que j'abandonne jamais un bouquin. Mais voilà, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de dialogues. Euh, ouais, bon, si vous aimez Marc Lévy, il faut le lire, hein, évidemment, il faut découvrir. Il paraît que c'est assez différent de ce qu'il fait d'habitude. Alors, j'en ai pas lu beaucoup de Marc Lévy, hein. J'ai lu ceux qui sont le plus connus. Bon, le dernier avant celui-là, là, le Ghost in Love, j'avais bien aimé. Bon, c'est une histoire romantique, j'avais bien aimé. Un autre, c'était quoi? Je confonds des fois avec Musso, les deux là, je les confonds un peu. Bah, je sais plus quel autre titre. J'en ai d'autres à lui que j'ai pêché dans des brocantes. Voilà, parce que c'est des petites histoires romantiques en règle générale. Là, on n'est pas dans le romantisme, on est dans un thriller technologique. C'est du thriller technologique, mais c'est le style qui m'a pas embarqué, je crois. Le style, la construction du roman m'a pas embarqué. Voilà, donc c'est Marc Lévy, C'est arrivé la nuit. Voilà ce que moi j'en ai pensé. Après, je peux comprendre qu'on soit complètement embarqué. Si tant est qu'on arrive à accrocher au style, moi je pense que oui, ça peut bien passer. Pour moi, c'est juste pas passé. Voilà, c'était le 1, 2, 3, quatrième roman de ce bilan. Et je vais terminer par le cinquième et dernier roman, tout petit. Je vous en parle tout de suite. Alors pour ce dernier roman, j'ai décidé de lire un roman un peu classique, un ancien roman. En fait, c'est mon mari qui me l'a ressorti il n'y a pas très longtemps, parce que je ne sais plus de quoi on discutait. Et il m'a sorti ce tout petit roman, qui est... bah, c'est Boris Vian, je voudrais pas crever. Alors en fait, c'est un petit recueil de poèmes et de lettres, d'échanges que Boris Vian a eus et qui ont été publiés aussi. Et là-dedans, on va trouver 23 poèmes de Boris Vian que je ne connaissais pas du tout. C'était une découverte pour moi, ces poèmes. Et alors, il y a beaucoup d'humour, hein, dans les écrits de Boris Vian, tant sur ses correspondances que sur ses poèmes. Même si sur certains poèmes, on voit tout de suite le doute et le mal-être de Boris Vian à une époque de sa vie, qui laisse transparaître dans ses poèmes. Alors, ce que j'aime bien chez Boris Vian, quand même, c'est quand même particulier, hein. J'avais lu L'écume des jours et tout. Il a quand même un univers un peu onirique et un peu spécial, Boris Vian. Et il faut accrocher, il faut aimer.
Moi, j'aime bien, moi, de temps en temps, avoir ce genre de lecture un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il joue avec les mots. Il joue avec les mots. Il invente des mots. Et pourtant, on comprend ses idées, on comprend ce qu'il veut dire, on comprend ce côté, ces visions surréalistes qu'il nous donne un petit peu. On lui parle dans des trucs. Il y a des moments donnés, on a un peu l'impression qu'il s'est fumé un pet ou voilà. Voilà, moi j'aime beaucoup, j'aime bien. Puis ça permet d'avoir certaines réflexions aussi, de réfléchir un petit peu pour soi, hein, voilà. Euh, alors, évidemment, par rapport à tout ça, ça veut dire aussi que le sens des phrases n'est pas toujours facile à lire, hein, facile à comprendre. Moi, j'ai dû relire quelques phrases plusieurs fois pour comprendre ce qu'il voulait essayer de dire, hein. Et puis parfois, la phrase en elle-même n'est pas suffisante. Il faut vraiment lire tout un ensemble pour comprendre là où il veut en venir. Vous verrez qu'à un moment donné, il parle du proverbe «T'en va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse». Il va vous prendre chaque terme et vous faire un laïus là-dessus, surréaliste. C'est extraordinaire dans une de ses correspondances au collège pataphysique. C'est waouh, faut s'accrocher un petit peu, mais voilà, moi j'aime bien. Après, ça marque une époque aussi, hein, l'époque de Boris Vian. Voilà, c'est dans les années 50. C'est c'est sûr que c'est un petit peu loin et un petit peu éloigné de ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien son talent d'écriture, j'aime bien son style d'écriture. En même temps, voilà, l'écriture de cette époque, c'est vrai que quand Boris Vian écrit, dans ses correspondances, par exemple, on sent vraiment le côté très, très élégant. Voilà, élégante, une écriture très élégante, très gracieuse. Même s'il utilise par moments des termes grossiers, ça n'empêche que la construction des phrases, c'est riche, quoi. On dit vraiment quelque chose. De temps en temps, ça fait du bien de lire ce genre de roman, quoi. On n'en a plus l'habitude. C'est dommage. Mais ils existent, ces romans, alors on peut y aller quand on veut, hein. Donc voilà, moi j'en ai plein de Boris Vian, c'est le deuxième que je lis, et je pense que de temps en temps, je continuerai à lire un Boris Vian pour remettre un petit peu ce côté, cette structure de phrase, et ce côté surréaliste aussi, assez sympathique avec cet humour un petit peu à Boris Vian. Voilà, c'est donc Je voudrais pas crever de Boris Vian, une petite découverte sur ses poèmes, ses 23 poèmes. Euh, j'ai bien aimé, oui, vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, cette vidéo sur le bilan lecture de ces 10 derniers jours se termine. Je vous ai donc présenté 5 romans de style un petit peu différent, même s'il y a il y a quand même beaucoup de thrillers, hein, ça c'est vrai, voilà, je ne refais pas. Je vous retrouverai donc bientôt pour vous parler des lectures suivantes. Alors ça va attendre un petit peu, hein, puisque pour l'instant je suis encore sur un roman et j'en ai encore pas mal à enchaîner. J'hésitais à faire un book haul sur les derniers livres que j'avais et que je lirai bientôt, mais ouais, je sais pas trop. Je préfère plutôt vous faire des retours sur les livres que j'ai lus. Je trouve que c'est plus intéressant que de déballer des livres. Je ferai peut-être, je ferai pas, je sais pas, je verrai selon mon humeur, on verra bien. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un like. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons voyages livresques. À bientôt!